Avant de nous plonger dans le contenu de la session d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le projet Knowledge Success, qui est à l'origine du webinaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le projet, Knowledge Success est un projet mondial financé par l'USAID, Office of Population and Reproductive Health, Bureau de la population et de la santé reproductive. Ce projet est un partenariat de consortium dirigé par le Johns Hopkins Center for Communications Programs en partenariat avec AMREF Health Africa, Busara Center for Health Economics et FHI 360. Il dispose également d'équipes régionales en Asie, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Nous sommes un projet de gestion des connaissances et notre objectif est d'aider les pays et les programmes à apprendre davantage, à partager plus et faire plus. Notre travail se concentre principalement sur la planification familiale et la santé reproductive. Cependant, nous fournissons également un soutien en matière de gestion des connaissances à d'autres programmes de santé. Nous aidons les individus, les programmes, les organisations et même les pays à collecter des connaissances et des informations. Nous aidons les individus, les programmes, les organisations et même les pays à collecter des connaissances et des informations, à les organiser, à y connecter d'autres personnes et à les rendre plus faciles à utiliser afin qu'ils puissent partager leur expérience. Nous travaillons avec les parties prenantes pour développer des outils innovants et localisés, innovants et adaptés au contexte local. Nous publions également des données pratiques et des idées sur des moyens faciles à mettre en œuvre et à comprendre que vous pouvez trouver sur notre site web. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de réunir un panel distingué pour notre conversation sur le lien entre le planning familial et la santé menstruelle. J'ai le plaisir de vous présenter les trois intervenants d'aujourd'hui et nous commencerons par Tania Mahajan. Elle dirige les programmes internationaux du PAD Project, où elle supervise un portefeuille de programmes de santé menstruelle dans les pays à faible revenu. Elle a plus de 12 ans d'expérience dans le développement du marché des produits et services de santé dans les pays à faibles et moyens revenus. Elle a plus de 12 ans d'expérience dans le développement du marché des produits et services de santé et des programmes dans les pays à faibles et moyens revenus dans une optique intersectionnelle. Elle mène également des actions de plaidoyer et d'information fondées sur des données probantes. Marsden Solomon, gynécologue et obstétricien consultant, a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la santé génésique, de la planification familiale et de la santé maternelle, néonatale et infantile. Maternelle, néonatale et infantile. Il a l'habitude de fournir des conseils techniques généraux et de diriger des équipes de personnel technique dévouées et hautement qualifiées dans divers domaines techniques de la santé maternelle, néonatale, infantile et de la planification familiale. Il travaille actuellement en tant que consultant pour certains programmes de santé familiale, de planification familiale et de santé publique. Il travaille actuellement comme consultant pour certains programmes de FHI, projet de FHI 360. Notre dernier orateur et présentateur aujourd'hui sera Emily Hoops, qui est l'agent technique principal du département de développement de produits et d'intervention de FHI 360, où elle se concentre sur la recherche. Dans ce cadre, elle gère le programme d'échange d'innovation en matière de technologies contraceptives. Et elle travaille sur l'intégration de la planification familiale et de la santé menstruelle en mettant l'accent sur la question des changements menstruels induits par les contraceptifs. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'un groupe très, très qualifié et nous sommes impatients d'entendre ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Nous sommes impatients d'entendre ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Avant de commencer, une petite introduction au sujet de la discussion. L'intersection du planning familial et de la santé menstruelle est une question cruciale, mais souvent négligée, aspect crucial et négligé de la santé reproductive. Ces deux domaines sont intimement liés et s'influencent mutuellement d'une manière qui a un impact significatif sur le bien-être et l'autonomisation des individus, en particulier des femmes, et par conséquent sur la santé génésique,
Eh bien, tout le monde, il semble qu'Irène ait quelques problèmes techniques. Pendant qu'elle y travaille, je vais donc intervenir. Et Irène, si vous êtes en mesure de rétablir le son, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Moi, mon son fonctionne C'est bon. maintenant. Ok, Commençons allez-y. maintenant. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous avez compris un peu de ce que j'étais, de l'introduction. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Pour commencer ce dialogue intéressant, et c'est une sorte de conversation, j'aimerais accueillir Tania et le docteur Solomon pour qu'ils nous parlent du lien entre le planning familial et la santé menstruelle. Alors, docteur Tania et docteur Solomon, je sais que vous avez des années et des années d'expérience pratique dans ce secteur et que vous avez rencontré tant de gens. J'ai quelques questions à vous poser et vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez. Ce domaine, le planning familial, la santé génésique et la santé menstruelle, est très complexe, comme je l'ai expliqué précédemment, et dans sa complexité, il est également diversifié. Grâce à votre expérience dans ce domaine, si vous pouviez identifier un ou deux principes fondamentaux ou ce qu'ils sont. Dr. Tanya. Docteur Solomon, je crois que vous êtes en sourdine. Oui, merci beaucoup, Irène. Laissez-moi commencer. Oui, quels sont les concepts liés au planning familial? Le concept qui résonne bien, c'est vraiment tout l'aspect du volontariat. Les gens doivent pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Cela signifie qu'ils doivent recevoir des informations sur toutes les méthodes disponibles et qu'ils puissent faire le choix qui correspond le mieux à leur vie. Il s'agit donc d'une décision qu'ils prennent sans aucune forme de contrainte. Et c'est ce qui représente vraiment l'une des caractéristiques du planning familial. L'autre caractéristique est que le planning familial est basé sur les droits. Le client a le droit de prendre une décision sur le nombre d'enfants qu'il souhaite avoir, l'intervalle entre les grossesses et le calendrier des grossesses. Ce n'est pas le droit du prestataire de service ou de qui que ce soit d'autre de prendre ces décisions. Et d'autre part, vous savez, le pilier ou le domaine qui est que le planning familial est de nature multisectorielle. Ce n'est pas seulement une question de santé. Il ne s'agit pas seulement d'une intervention dans le domaine de la santé. Il s'étend à d'autres secteurs et disciplines non liées à la santé, notamment l'éducation et la santé, et d'autres disciplines, notamment l'éducation et l'environnement. Ce sont donc les trois qui m'ont vraiment traversé l'esprit. Merci Oui, beaucoup, docteur Solomon. Tania, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la santé menstruelle. Qu'en pensez-vous? Oui, je veux dire tout d'abord, merci à Knowledge Success, je pense, d'avoir accueilli cette conversation. Je pense que c'est en soi, en plus du travail que FHER 360 a fait, un pas dans la bonne direction pour examiner cette intégration. Je vous félicite donc d'avoir organisé cet événement. Je pense que j'aimerais m'appuyer sur ce qu'a dit le docteur Solomon. Je pense qu'un principe qui est commun à la santé menstruelle et au planning familial est la lentille multisectorielle. En effet, même en tant que résultat, la santé menstruelle requiert l'optique de la sensibilisation, de l'accès aux installations, de l'accès aux produits, de la gestion des déchets, des services de santé, etc. Ainsi, même en tant que résultat, il traite ou croise une grande variété de secteurs qui fonctionnent souvent en vase clos, mais il y a un effort pour trouver cette intersectionnalité. D'autre part, en tant qu'intrant, il s'entrecroise
tout comme le planning familial avec de nombreux secteurs. Qu'il s'agisse de l'éducation, la santé menstruelle est essentielle pour contribuer à l'engagement et à la participation à l'école, aux résultats en matière de santé sexuelle et reproductive dont nous parlerons un peu plus aujourd'hui et qu'Émilie partagera dans sa présentation, à la violence sexiste, un exemple étant l'expérience des personnes qui ont leurs règles dans les installations WASH. Elles sont plus sujettes à la violence sexiste. Je pense donc que la santé menstruelle est multisectorielle et intersectionnelle et qu'elle s'appuie sur la planification familiale. Le deuxième concept qui sous-tend tout le travail effectué dans le domaine de la santé menstruelle est l'approche féministe de la santé menstruelle. En gros, et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris ces derniers temps grâce au soutien de collègues, aux conversations qui ont eu lieu au Global Menstrual Collective, etc., comment la santé menstruelle est le résultat de la prise en compte des besoins des utilisateurs. Cela a commencé dans le secteur du lavage. La santé menstruelle n'a pas vu le jour dans le cadre de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Nous le savons tous, elle est venue du monde de la toilette, mais elle a vu le jour parce que les expériences des utilisatrices concernant l'utilisation des installations de toilettes pendant les menstruations ont été entendues. Mais ce n'était que le point de départ. Le secteur a poursuivi le travail en définissant la santé menstruelle de manière beaucoup plus holistique, en la centrant sur la santé et les droits de l'homme qui influencent les personnes tout au long de leur cycle de vie reproductive, l'expérience de la toilette étant l'une de ses composantes. L'approche féministe de la santé menstruelle est donc essentielle. Enfin, la connaissance du corps pour la défense des utilisateurs est importante pour tous les aspects de la santé menstruelle, qu'il s'agisse de l'accès aux produits, de la sensibilisation, de la gestion des déchets, car c'est par la connaissance du corps que l'on peut s'attaquer efficacement à la stigmatisation des menstruations. Mais ces connaissances ne se traduisent pas toujours par un changement d'attitude et de pratique sans l'engagement des parties prenantes à différents niveaux d'influence. Je pense qu'il s'agit là encore d'un concept qui se superpose au monde de la planification familiale. C'est donc très intéressant. Ma deuxième question s'adresse à vous, Dr Solomon. Que pensez-vous que le domaine du planning familial devrait apprendre des domaines du planning familial et de la santé menstruelle, devrait apprendre l'un de l'autre, ou faire pour se renforcer et se soutenir mutuellement dans le cadre de l'intégration? Nous avons déjà reconnu le caractère multisexuel, l'aspect multisexuel de ces deux domaines. Alors, que pensez-vous pour nous construire et nous soutenir mutuellement tout au long de l'intégration? Oui, merci beaucoup, Irène. En fait, le planning familial fait, dans certains cas de fourniture de méthodes, s'appuie sur la connaissance du cycle menstruel. Par exemple, lorsque nous prenons en considération une méthode appelée méthode de connaissance de la fertilité, c'est un exemple de la méthode des jours standards. Exemple de la méthode des jours standards. Ici, cette méthode, pour qu'elle soit pratiquée efficacement et pour qu'elle reste efficace, elle s'appuie sur la durée du cycle, sur une durée du cycle menstruel qui doit se situer entre le 6e et le 2e jour. Si c'est moins que ça ou si c'est plus que ça, alors ce ne sera pas une méthode très efficace. Il faut donc se fier à la cycle menstruel. Et le fait que le couple en soit conscient afin qu'il puisse choisir le bon moment, l'utilisation de cette méthode particulière est ce que je peux également citer comme une bonne indication qui indique qu'il y a ce lien entre le planning familial et les menstruations ou le cycle menstruel pour fournir une éducation et des conseils appropriés afin que ce cycle menstruel soit compris par les clientes. Par les clientes est très important. Et c'est une bonne occasion pour le conseiller ou le prestataire de fournir ces informations et de permettre à la cliente et au couple d'en savoir plus sur le cycle menstruel et la santé menstruelle. D'en savoir plus sur le cycle menstruel et la santé menstruelle. C'est donc L'autre est qu'il est en relation avec les changements menstruels induits par les contraceptifs. Il s'agit donc essentiellement de toutes les modifications menstruelles qui se produisent à la suite de l'utilisation d'une contraception. Et ce qui, en fait, pour de nombreuses clientes, c'est une source d'inquiétude. Il ne s'agit pas seulement de saignements,
mais aussi d'une préoccupation pour les patientes et les clientes. Et vraiment, si l'on ne s'en occupe pas très bien, si les clients ne sont pas conseillés correctement, cela conduit normalement à l'abandon ou, et peut-être même à la non-utilisation. Les outils de conseil sont donc importants pour fournir des informations et répondre à cette préoccupation. Par exemple, l'utilisation de l'outil normal. Ensuite, il y a le lien entre, vous savez, le lien entre les menstruations et le planning familial dans le sens où pour celles qui veulent programmer leur cycle menstruel de manière à ce qu'elles puissent, de manière à de concevoir un enfant, la régularité des menstruations, la régularité du cycle menstruel sera un indicateur pour indiquer qu'au moins l'ovulation a lieu. Elles pourront donc programmer les rapports sexuels au moment où la fertilité, l'ovulation a lieu ou devrait avoir lieu, généralement entre le 10e et le 19e jour. Ainsi, lorsqu'une personne a des cycles réguliers, c'est un signe que l'ovulation a bien lieu et très probablement dans la fourchette que j'ai mentionnée. Voilà donc le lien. Et que pouvons-nous tirer de Terminé. cela, Robert? Passons à la santé menstruelle. Tania, d'après vous, où se situe l'intersection? Je pense que je vais parler de ce que le docteur Solomon vient de partager parce que je pense que la santé menstruelle peut faire plus pour soutenir les domaines du planning familial et de la SRHF dans l'ensemble de ce travail. Le planning familial aborde toutes ces questions du point de vue de la femme en âge de procréer. Cependant, je pense qu'une grande partie de ce travail se fait encore sans s'attaquer à la stigmatisation fondamentale autour de la menstruation et sans avoir ces conversations fondamentales sur la biologie de la menstruation. Et sans cela, honnêtement, je pense que les conversations sur l'APF, qu'il s'agisse de méthodes de sensibilisation à la fertilité ou de conseils au couple, c'est presque comme sauter à l'étape suivante sans vraiment faire le petit pas d'apprendre d'abord l'alphabet. Je pense donc que considérer la santé menstruelle comme la porte d'entrée pour parler de SDSR à travers les groupes d'âge, à travers les différents types de parties prenantes, est un moyen pour la santé menstruelle de soutenir l'espace de planification familiale. Par exemple, j'ai discuté avec des femmes qui ont eu 3 ou 4 enfants et qui ne savent pas qu'elles ont 3 trous dans le corps humain féminin. Nous avons vu des couples où le mari a entendu parler des règles pour la première fois lorsqu'il a vu sa femme avoir ses premières règles. Comment conseiller un tel couple en matière de planification familiale sans lui inculquer d'abord des connaissances sur le corps humain? Il y a donc un énorme potentiel à explorer cette sorte d'espace formatif en tant que première étape fondamentale du travail sur le PF et les DSSR. Je pense également que la santé menstruelle peut servir de point d'ancrage pour examiner la santé des femmes au-delà de leurs années de procréation. Cela s'applique à l'ensemble du domaine de la santé et des droits sexuels et génésiques au-delà de la PF. Nous avons vu des femmes qui sont prêtes ou qui ont subi des hystérectomies à cause d'ITG récurrentes ou parce qu'elles ont des saignements menstruels, des douleurs ou des problèmes qui ne nécessitent pas nécessairement des hystérectomies. Les données sont vraiment inquiétantes. Je sais qu'en Inde, au moins, les taux d'hystérectomie sont très élevés en raison de l'absence de conversation entre les prestataires et entre les femmes qui ont dépassé l'âge de la procréation ou qui se trouvent à un stade plus avancé de la procréation. Les racines se trouvent donc, une fois de plus, dans l'absence de conversation sur la santé sexuelle et reproductive au-delà des années de procréation, et la santé mentale pourrait être une excellente porte d'entrée pour entamer certaines de ces conversations dès le début du cycle de vie de celles qui ont leur menstruation. Je dirais donc que parler de santé menstruelle est la porte d'entrée pour parler de SDSR, mais que c'est presque nécessaire pour que les résultats en matière de SDSR soient efficaces. J'espère que je n'exagère pas, mais c'est un point qui me tient vraiment à cœur. En revanche, je pense que la santé menstruelle a beaucoup à apprendre du planning familial. Je pense qu'en termes de choix éclairés, nous sommes quelque part engagés sur la voie de la prescription de produits spécifiques.
Je pense donc que nous devons nous inspirer du domaine de la planification familiale pour offrir la bonne combinaison de produits et de méthodes, mais aussi pour offrir un choix éclairé en termes d'information et revenir aux origines du travail sur la santé menstruelle pour vraiment donner la parole aux besoins des utilisatrices et s'inspirer de la planification familiale pour offrir un choix libre et éclairé. Merci beaucoup, Tania. C'était très intéressant de voir l'intersection et les points d'entrée. En tant que femme, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous passons à la question suivante. Mesdames et messieurs, et tous ceux qui sont ici, veuillez poser vos questions. Nous aurons une longue conversation et nous répondrons à vos questions au fur et à mesure. Pour la troisième et dernière question, alors que nous commençons à réfléchir à la manière dont le planning familial et la santé menstruelle pourraient être intégrés dans la recherche, la politique et la pratique, ce qu'Émilie détaillera tout à l'heure dans quelques minutes, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus en tant que praticienne, Dr Solomon? Eh bien, pour être honnête avec vous, parce que ces deux composantes, le planning familial et la santé menstruelle, sont tellement liés et qu'ils s'accordent bien. Ainsi, lorsque des ensembles d'interventions sont élaborés afin qu'ils puissent répondre aux besoins du client pour les deux aspects, c'est-à-dire le planning familial et la santé menstruelle, ce sera vraiment le plus efficace et rentable. C'est pourquoi, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être tissé ensemble et être livré comme un paquet parce qu'il est vraiment, car il s'intègre parfaitement les uns aux autres, le planning familial et la santé menstruelle, et cela peut se faire au niveau individuel, mais aussi au niveau politique. Oui, c'est vrai, essentiellement en fournissant une sorte d'intervention efficace et rentable, qui comprend les deux composantes. En fait, il reflètera une offre de qualité parce qu'il répond aux besoins du client du planning familial. Et je veux dire, les besoins de la cliente en matière de planification familiale et de la santé menstruelle. D'accord. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Dr Solomon. Et maintenant, Tania, quelques mots de conclusion. Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Je suis sûre que vous naviguez dans cet espace depuis un certain temps et compte tenu des exemples que vous nous avez donnés, des possibilités d'intégration de la recherche et de la politique et de la programmation, qu'est-ce qui vous enthousiasme à ce sujet? Je pense tout d'abord que ces conversations sont en train d'avoir lieu. Je veux dire qu'il y a 5 ans, il nous était vraiment difficile de donner le coup d'envoi à certaines de ces conversations. C'est pourquoi, personnellement, je suis très reconnaissante, mais aussi très enthousiaste à l'idée que ces conversations aient enfin lieu. Mais le point soulevé par le Dr Solomon, à savoir examiner le rapport coût-efficacité et s'appuyer sur les investissements des deux secteurs pour améliorer les résultats en matière de SDSR en général, est quelque chose de vraiment intéressant et passionnant pour moi, car jusqu'à présent, je pense que nous avons vu une approche très cloisonnée des deux secteurs, où nous sommes presque en concurrence pour les mêmes donateurs, les mêmes fonds, et il est donc temps, je pense, d'examiner comment l'intersectionnalité peut aider à atteindre ou à améliorer certains des résultats que nous examinons ensemble, plutôt que d'être en concurrence en tant que secteur. Par ailleurs, MH, je pense que la santé menstruelle est largement axée sur les adolescents et les jeunes en tant que secteur. Si nous examinons les politiques, les programmes et le planning familial, nous pouvons vraiment aider à étendre ce secteur au cycle de vie reproductif dans son ensemble et commencer à attirer l'attention sur les infections de l'appareil génital, les troubles menstruels, l'endométriose, la ménopause, tout ce qui est lié à la santé menstruelle, mais à un stade plus avancé du cycle de vie reproductif. De nombreux problèmes de santé chez les femmes de plus de 60 ans, par exemple, comme la santé des os et des muscles, les maladies non transmissibles, remontent à leurs premières expériences en matière de santé menstruelle ou sexuelle.
Je pense donc que nous pouvons apprendre à aborder ces questions en adoptant une approche plus holistique. Et c'est ce qui est passionnant pour moi, c'est qu'il s'agit d'une possibilité qui semble de plus en plus réalisable aujourd'hui et que nous pouvons envisager d'aller au-delà des suspects habituels que la santé menstruelle a pris en compte. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais remercier nos deux intervenants pour cette conversation franche. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vécu, ils parlent en fait de leur passion, de leur expérience en matière d'intégration de la santé menstruelle et du planning familial. Menstruel et du planning familial. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A afin que nous puissions y répondre lors de notre séance plénière. J'aimerais inviter Emily Hoops qui va nous faire une présentation sur le renforcement des approches intégrées pour le planning familial et la santé menstruelle. Bienvenue, Emily. Merci beaucoup, Irène, et merci au Dr Solomon et à Tania pour cette merveilleuse conversation. Cela me rend encore plus enthousiaste sur ce sujet qui me passionne déjà beaucoup. Tania et le Dr Solomon vous ont présenté quelques-unes des raisons et des avantages de l'intégration du planning familial et de la santé menstruelle. J'aimerais entrer un peu plus dans les détails sur la manière dont cette intégration pourrait se produire et sur ce à quoi cela pourrait ressembler dans les programmes et les politiques. Diapositive suivante. Cette présentation est en fait basée sur des lignes directrices programmatiques qui ont été élaborées et récemment publiées dans la revue Global Health Science and Practice. Je mettrai le lien dans le chat. Ce travail a été financé par l'USAID dans le cadre des projets Innovate FP et Knowledge Success. Tania et le Dr Solomon, ainsi que quelques autres de mes collègues qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire, sont les co-auteurs de ce commentaire. Nous avons élaboré les lignes directrices présentées dans ce commentaire dans le cadre de notre travail au sein du groupe de travail sur les changements mentaux induits par les contraceptifs. Ce groupe de travail a en quelque sorte rassemblé de nombreuses personnes issues de différents domaines, de la planification familiale et des nombreuses façons dont ils se chevauchent, et pas seulement sur la question des changements menstruels induits par les contraceptifs. Nous avons donc décidé d'explorer de manière systématique toutes ces possibilités de chevauchement. Si nous avons élaboré ces lignes directrices, c'est aussi parce que nous sommes convaincus que les domaines ont beaucoup à apprendre les uns des autres et que nous pouvons réaliser beaucoup de choses ensemble. Le Dr Solomon et Tania vous ont d'ailleurs donné quelques exemples. Et c'est surtout parce que nous partageons les mêmes objectifs d'amélioration de la santé des femmes, des filles et des autres personnes qui ont leurs règles à l'échelle mondiale. Pour ce faire, les deux domaines s'attaquent souvent à des problèmes très complexes, tels que la stigmatisation, la désinformation et les normes sociales et sexospécifiques complexes. Il s'agit donc de choses que les deux domaines ont en commun et sur lesquelles ils peuvent vraiment travailler ensemble. Diapositive suivante. Ainsi, comme je l'ai mentionné, grâce à une série de réunions, de conversations et d'itérations réunissant des experts du planning familial et de la santé menstruelle, nous avons dressé une liste de domaines potentiels d'intégration. Vous avez déjà entendu parler de certains d'entre eux, mais ils incluent l'éducation et la sensibilisation, le développement intégré des produits et services de planification familiale et de santé menstruelle, les conseils intégrés en matière de planning familial et de santé menstruelle, les méthodes de planification familiale fondées sur des données probantes qui s'appuient sur le suivi des menstruations. C'est donc ce que le Dr Solomon a mentionné à propos des méthodes de sensibilisation basées sur la fertilité. Aborder la question de l'état menstruel comme un obstacle à la planification familiale. Dans les cliniques qui n'ont pas accès aux tests de grossesse, il faut souvent prouver que l'on a ces règles pour avoir accès aux produits de planification familiale. Il existe des outils et des méthodes qui peuvent être utilisés pour que cela ne se produise pas et que cela ne soit pas un obstacle à l'accès au planning familial à ce moment-là. Un autre domaine consiste à aborder la question de l'inclusion des contraceptifs en tant qu'option pour la gestion des troubles et des douleurs menstruelles.
Et enfin, des domaines plus vastes comme les communications sur les changements sociaux et comportementaux, le plaidoyer et le travail politique, qui sont tous très importants. Bien que les experts avec lesquels nous nous sommes entretenus au cours du processus et nous-mêmes soyons d'accord pour dire que chacun de ces domaines d'intégration suggérés présente un potentiel, certains d'entre eux sont fondés sur des preuves plus limitées. Ainsi, par exemple, il y a beaucoup plus de recherches en faveur d'une éducation complète à la santé sexuelle et reproductive. En revanche, l'intégration de la fourniture de produits, qu'il s'agisse de produits de santé menstruelle ou de produits familiaux, nécessite encore beaucoup de recherche. Cependant, nous les avons tous inclus dans la liste parce que nous sommes tous d'accord pour dire qu'ils présentent un potentiel important et qu'ils nécessitent davantage de recherche, d'intérêt et de travail. En outre, cette liste n'est pas exhaustive. Il s'agit simplement d'un point de départ pour cette conversation et d'un point de départ pour plus de recherche et une approche plus complète de la planification familiale et de l'intégration de la santé menstruelle. Il s'agit donc d'un point de départ et nous sommes impatients de voir où cela va nous mener. Diapositive suivante. Aujourd'hui, j'ai pensé vous présenter quelques exemples tirés des lignes directrices programmatiques qui sont incluses dans le commentaire et le tableau complet sera mis dans le chat. Il vient juste d'être mis dans le chat, en fait, je vois. J'espère que cela vous aidera à comprendre comment les lignes directrices sont organisées et vous donnera une meilleure idée des types d'activités possibles lorsque nous intégrons intentionnellement la santé menstruelle et le planning familial. Ces lignes directrices sont destinées à être utilisées par un large éventail de parties prenantes. Cela inclut les gouvernements, les donateurs, les responsables de programmes et les prestataires de soins de santé. Lorsque les parties prenantes commencent à concevoir des interventions, elles doivent examiner ces deux catégories d'éléments et décider où elles souhaitent placer leur intervention. En premier lieu, ils doivent donc déterminer le domaine d'intégration dans lequel ils souhaitent intervenir. Il peut s'agir d'améliorer l'éducation et la sensibilisation, l'amélioration des interactions au niveau des systèmes, l'amélioration des interactions au niveau des clients, l'atteinte des populations ayant des besoins particuliers, la mise en œuvre de programmes de plaidoyer et de SBCC, ou le renforcement des politiques et des lignes directrices. Vous verrez que ces différents niveaux d'intervention se reflètent en quelque sorte. Nous utilisons le modèle socio-écologique pour éclairer cette partie des lignes directrices. Il faut ensuite déterminer avec quelle population on souhaite travailler. Il peut s'agir de la préadolescence, de l'adolescence, du milieu de la vie et des années de reproduction, de la périménopause et de la ménopause. Ces tranches d'âge dépendront probablement du contexte dans lequel vous travaillez et des lignes directrices que vous utilisez. Il s'agit là des grandes catégories que nous avons utilisées. Il s'agit d'adopter une approche fondée sur le cycle de vie reproductive. Nous comprenons donc que les besoins des individus à différents moments de leur vie seront différents. Les interventions doivent donc être adaptées à ces moments de la vie. Nous comprenons également que la planification familiale et l'intégration de la santé menstruelle peuvent avoir un impact tout au long de la vie et doivent être mises en œuvre pour tous ces différents groupes de personnes. Diapositive suivante. Comme je l'ai dit, je vais vous présenter quelques exemples tirés des lignes directrices pour vous donner une idée de ce à quoi elles ressemblent. Voici un premier exemple. Supposons que vous souhaitiez mettre en œuvre un programme destiné aux préadolescents. Vous souhaitez améliorer leur éducation et leur sensibilisation au planning familial et à la santé menstruelle. Diapositive suivante. À cette intersection, les lignes directrices suggèrent de concevoir un programme qui inclut une éducation à la puberté et à la sexualité complète fondée sur des données probantes. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette activité n'est pas propre à la planification familiale et à l'intégration de la santé menstruelle, mais les lignes directrices précisent comment ces programmes doivent inclure des informations sur la santé menstruelle et le planning familial dans le cadre de ce type de programme, et en particulier sur le lien entre les menstruations et la fertilité, ce que le Dr Solomon a mentionné plus tôt. Ces conseils spécifiques sur l'inclusion d'informations sur la santé menstruelle et le planning familial sont vraiment importants
car ces aspects ne sont souvent pas inclus dans les programmes d'éducation sexuelle et génésique, ou bien l'un d'entre eux est inclus et l'autre non. Mais souvent, ces programmes ne sont pas assez complets et ne font pas le lien entre les menstruations, la fertilité et le planning familial. Diapositive suivante. Voici un deuxième exemple. Supposons que nous voulions concevoir une intervention pour les adolescents et nous aimerions améliorer les interactions au niveau du système. Diapositive suivante. À cette intersection, nous voyons la suggestion d'intégrer les produits et services de santé menstruelle dans la planification familiale au sein du système de santé. Il s'agirait donc de fournir des produits essentiels à la santé menstruelle tels que des serviettes ou des coupes, voire des médicaments contre la douleur lors des séances de conseil en planification familiale. Et cela était nécessaire en partie parce que, comme l'a mentionné le Dr Solomon, le cycle menstruel peut changer lorsque vous utilisez certaines méthodes de planification familiale. Ainsi, par exemple, les saignements peuvent être plus abondants au début de l'utilisation d'une méthode et il faut donc davantage de produits de santé menstruelle. Fournir ces produits pendant les séances de conseil pourrait donc être une bonne intervention à tester. Pour autant que nous le sachions, il s'agit d'une activité qui n'est pas vraiment mise en œuvre de manière routinière, mais nous pensons qu'elle a un fort potentiel d'impact. Nous aimerions vraiment voir plus de recherches dans ce domaine à l'avenir et nous serions ravis d'entendre ceux d'entre vous qui se sont joints à nous si vous avez effectué ce type de travail. Diapositive suivante. Troisième exemple. Nous nous intéressons aux personnes en milieu de vie et en âge de procréer et nous voulons améliorer les interactions entre les clients et le système de santé. Ainsi, au lieu d'apporter un changement au niveau du système de santé dans son ensemble, nous nous intéressons à l'interaction entre le prestataire et le client. Diapositive suivante. Nous voyons ici quelques suggestions relatives aux conseils en matière de planning familial dont nous avons déjà un peu entendu parler. Tout d'abord, les conseils en matière de planning familial devraient, comme toujours, inclure des informations sur l'ensemble des méthodes, sur les différents choix de méthodes de planning familial. Il s'agit notamment d'informations sur les méthodes de sensibilisation basées sur la fertilité et sur la méthode de l'aménorrhée par lactation. Ces deux méthodes reposent sur la compréhension du cycle menstruel et peuvent donc servir de support à l'éducation à la santé menstruelle et à l'éducation à la fertilité et à la menstruation. La deuxième suggestion pour améliorer les conseils en matière de planning familial est de fournir des informations sur les effets de la contraception sur le cycle menstruel de l'utilisatrice, ce que nous avons mentionné à plusieurs reprises. Et comme l'a mentionné le Dr Solomon, il existe un outil de travail appelé Normal Tool qui peut être utilisé à cette fin, que nous avons mis dans le chat, mais que je relirai à nouveau dans le chat. Cet outil est disponible dans de nombreuses langues, dont l'anglais, le swahili, le français et l'espagnol. Je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. Diapositive suivante. Prenons un exemple pour atteindre une population spéciale et pour, encore une fois, les clients ou les personnes en milieu de vie et en âge de procréer. La population spéciale que nous allons étudier est celle des personnes souffrant de troubles menstruels. Diapositive suivante. Nous voyons ici une suggestion visant à s'assurer que les prestataires offrent une contraception hormonale dans le cadre d'un plan global de traitement des troubles menstruels, tels que l'endométriose ou le SOPK, ou de nombreux autres exemples. Cette intervention est donc très importante car les troubles menstruels sont un problème très négligé, en particulier dans certains contextes. Et les options de gestion et de traitement des troubles menstruels sont vraiment limitées. Il existe des méthodes de planification familiale qui peuvent réellement soulager ces populations en leur permettant de gérer ces troubles et d'en atténuer certains symptômes. Il s'agit donc d'un point très important. Diapositive suivante. Enfin, je voulais vous donner un dernier exemple au niveau politique. Disons que nous nous intéressons à la périménopause et à la ménopause en tant que population. Diapositive suivante.
Nous voyons ici la suggestion de mettre à jour les lignes directrices relatives à la planification familiale, à la santé menstruelle et à la santé et aux droits sexuels et génésiques, afin d'y inclure des informations sur la planification familiale et l'intégration de la santé menstruelle, et en particulier des suggestions pour aborder les changements menstruels induits par les contraceptifs dans les conseils. En fait, cet exemple concerne les personnes périménopausées et ménopausées, mais il s'applique à l'ensemble de la vie. Les politiques devraient donc aborder la question de l'intégration de la planification familiale et de la santé menstruelle tout au long de la vie et fournir des ressources, des exemples et des conseils sur la manière de procéder. Cela devrait inclure la mise à jour des conseils cliniques et de la formation des travailleurs de la santé pour refléter certaines des suggestions dont je viens de parler en ce qui concerne le conseil et la fourniture d'un ensemble complet de méthodes et d'informations sur la santé menstruelle pendant les séances de conseil. Nous avons travaillé avec le ministère kenyan de la Santé pour inclure l'outil normal que j'ai mis dans le chat dans plusieurs de leurs documents politiques et paquets de formation, y compris leur paquet de documents sur la santé reproductive, leurs directives d'auto-soin et leur paquet d'orientation pour certaines méthodes de planification familiale, y compris le stérilet hormonal et l'auto-injection. C'est un très bon exemple de la façon dont l'intégration de la planification familiale et de la santé menstruelle peut se faire au niveau politique. Diapositive suivante. J'espère que ces exemples vous donnent un aperçu de l'impact potentiel de l'intégration du planning familial et de la santé menstruelle, et j'espère que vous aurez l'occasion de consulter l'ensemble des lignes directrices car, comme je l'ai dit, il ne s'agit que d'un aperçu. Il y a beaucoup plus d'exemples et de lignes directrices à consulter. Il y a également de nombreuses ressources liées à des choses que vous pouvez utiliser pour vous aider à concevoir ces programmes d'intégration. Une dernière chose que je voulais vous laisser est un appel à la recherche dans ce domaine. Comme je l'ai mentionné, ces lignes directrices ne sont qu'un point de départ. Nous avons vraiment besoin de plus d'éléments pour comprendre quels sont les modèles intégrés les plus efficaces. Par conséquent, tout programme qui utilise ces lignes directrices devrait évaluer l'intégration au moment où il commence à mettre en œuvre ces programmes et, le cas échéant, intégrer des recherches plus rigoureuses pour mieux comprendre l'impact de ces approches intégrées. Ainsi, par exemple, certaines des questions de recherche qui nous intéressent sont les suivantes. Comment les interventions peuvent-elles être conçues pour améliorer la satisfaction et l'utilisation des contraceptifs? Ainsi, la fourniture de produits menstruels pourrait-elle améliorer la satisfaction et l'utilisation des méthodes de planification familiale? Comment les approches intégrées peuvent-elles avoir un impact sur les expériences du cycle menstruel des utilisatrices? La prestation de services au même endroit est-elle plus efficace ou moins efficace que l'orientation des patientes? Ainsi, devrions-nous inclure la santé menstruelle et le planning familial dans un même lieu ou les renvoyer l'un vers l'autre, ce qui est le plus efficace? Et puis aussi, quels types de prestataires sont les mieux placés pour fournir des services intégrés et comment peuvent-ils être formés pour le faire de la meilleure façon possible? Ce ne sont là que quelques-unes des questions de recherche que nous nous posons et il reste encore beaucoup à faire et à répondre. Diapositive suivante. Sur ce, je conclurai mon exposé en disant simplement que nous sommes très enthousiastes quant au travail et aux conversations qui ont lieu entre ces deux domaines. Et nous espérons vraiment qu'ils se poursuivront, car nous pensons que l'intégration de la planification familiale et de la santé menstruelle à tous les niveaux socio-écologiques et tout au long de la vie a le potentiel d'améliorer de manière significative la santé et le bien-être des femmes, des filles et des personnes qui ont leurs menstruations. Je vous remercie de votre attention. Mes coordonnées figurent sur la diapositive, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire un suivi. Merci beaucoup, Émilie, et aux autres intervenants, en particulier pour votre présentation qui a démystifié l'intégration. C'était très instructif et utile. Et maintenant, nous avons vu certaines de vos questions et nous aimerions y répondre. Si vous avez d'autres questions pendant que nous répondons à certaines d'entre elles,
veuillez les poser sur le chat et nous pourrons y répondre au fur et à mesure. Nous commençons donc par la première question posée par Rova. Et je pense qu'on y a déjà répondu, mais peut-être dans l'intérêt de tous les autres. Dans le contexte de la santé menstruelle, un message devrait être transmis aux femmes qui se plaignent de ne pas avoir de règles lorsqu'elles utilisent le DMPA, bien qu'elles aient été averties de cette possibilité lors du conseil. Je pense que le Dr Solomon et Émilie, si vous voulez fournir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez allumer votre micro et parler. Oui, je n'ai pas très bien compris. Irène, redemandez, désolé, où c'est vous à propos du DMPA? Oui, c'est ça. Continuez. Dans le contexte de la santé menstruelle, quel message devrait être transmis aux femmes qui se plaignent de ne pas avoir leurs règles lorsqu'elles utilisent le DMPA, bien qu'elles aient été informées de cette possibilité? Eh bien, oui, le DMPA, comme les autres contraceptifs, méthodes apparentées qui ont plus ou moins la même hormone similaire, qui est essentiellement la progestérone ou le progestatif. Elles ont donc des effets similaires. Et l'un d'entre eux est sans aucun doute la question de ne pas de menstruation du tout. En termes médicaux, on parle d'aménorrhée, ce qui signifie qu'elles ont une aménorrhée, pas de saignement du tout, pas de saignement du tout pendant la période d'utilisation. Donc la plupart du temps, bien sûr, c'est une cause d'anxiété pour la cliente et peut-être le couple, parce que la cliente est habituée à avoir des menstruations mensuelles régulières. Mais si maintenant elle a commencé à utiliser le DMPA et qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas exactement leurs règles, alors qu'elles utilisent cette méthode, elles s'inquiètent vraiment. Car l'une des principales inquiétudes, elles se demandent d'abord si c'est normal, et deuxièmement, si c'est le cas, où vont ces saignements? Est-elle stockée ailleurs? Y a-t-il un barrage ou un réservoir quelque part où le sang s'écoule? Telles sont les questions qui doivent être abordées, et le prestataire de service devra être assez bien équipé pour fournir ce message ou cette information de manière à ce que le client puisse réellement apaiser son anxiété. La vraie réponse est donc qu'il ne s'agit là que de l'un des effets secondaires de la méthode. Il n'y a rien de mal à cela, mais chaque client réagit différemment aux différentes méthodes. Il faut donc leur fournir les informations correctes et ramener leur niveau d'anxiété à un niveau normal, pour ainsi dire. Voilà ma réponse à cette question. Tout comme les autres changements menstruels qui se produisent, en particulier avec le DMPA, et d'autres méthodes à base de progestérone, ils provoquent des saignements irréguliers. Dans certains cas, elles ne provoquent que des saignements intermittents. Tous ces problèmes doivent être résolus dès le départ, avant que la méthode ne soit fournie. Il convient de conseiller et d'expliquer de manière appropriée qu'il s'agit d'une chose à laquelle il faut s'attendre. Cela devrait être considéré comme normal, surtout si elle utilise une méthode régulière, ce qui devrait permettre d'apaiser les inquiétudes et, espérons-le, de continuer à utiliser la méthode. Merci beaucoup, Dr Solomon. Olanike Adedeji demande s'il existe une liste de questions de recherche que vous pouvez partager, Émilie, et s'il y a des opportunités en cours que vous pouvez partager. Bien sûr, une grande partie du travail déjà effectué dans ce domaine concerne les changements menstruels induits par les contraceptifs. Nous disposons d'un programme de recherche et d'apprentissage avec une liste de questions de recherche liées à ce sujet en particulier,
bien que certaines des questions soient plus largement liées à la planification familiale et à l'intégration de la santé menstruelle. J'ai donc mis le lien ou je le mettrai dans le chat pour que tout le monde puisse y accéder. FHI 360 travaille beaucoup sur ce sujet, en particulier sur les changements menstruels induits par les contraceptifs. Nous avons une communauté de pratique sur ce sujet et je vais donc mettre le lien vers cette communauté. Il s'agit d'un espace où les gens se réunissent pour parler de ce problème, développer des ressources et travailler sur ce sujet. Il y a donc beaucoup de travail passionnant qui s'y fait. Mais j'aimerais également profiter de cette occasion pour demander aux organisations et en particulier aux bailleurs de fonds d'offrir des possibilités d'intensifier ce travail car il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et beaucoup de travail qui doit être fait. Il existe donc quelques moyens de s'impliquer, mais nous avons besoin de beaucoup plus et de beaucoup plus de financement pour que cela se produise. J'aimerais savoir si quelqu'un d'autre a des idées à ce sujet. Pour Olanik. Et aussi tout le monde, s'il vous plaît. Bonjour. J'ai une question à poser. De la part d'Edward. Galiwango. Et il dit, en écoutant la discussion, justifie l'intégration de la contraception et de la santé menstruelle. Plusieurs parties prenantes en Ouganda sont de cet avis. Existe-t-il des messages ciblés pour les aider à comprendre cela? Je pense que Tania est la mieux placée pour répondre à cette question. Tania. Merci, Irène. Je pense donc que cela doit être le Oui, nous vous travail entendons. de... Irène, je pense que vous avez un problème avec le réseau, mais allez-y, Tania. D'accord, d'accord, merci. Je pense que en ce qui concerne la disponibilité des contraceptifs pour les adolescents, l'outil de plaidoyer le plus important est l'utilisation des contraceptifs d'urgence parmi les adolescents. Et je pense qu'il existe des données à ce sujet pour l'Ouganda également, qui peuvent être utilisées pour montrer, d'une part, le besoin non satisfait de contraception parmi les adolescents, mais aussi la nécessité de fournir des solutions pour une sexualité sans risque. Je pense donc qu'il serait essentiel d'utiliser certaines de ces données et, si elles n'existent pas, de s'assurer qu'il y a un investissement dans la recherche autour de la génération de ces données. Je pense également qu'il est important de mettre l'accent sur une information et une éducation adaptées à l'âge. Ainsi, l'intervention, par exemple, sur les conseils que je vous ai montrés pour les préadolescents par rapport aux adolescents, par rapport aux personnes plus âgées, sera certainement différente et devrait être adaptée à ce que ce groupe d'âge peut comprendre et à l'information qu'il devrait recevoir. Merci beaucoup. Pour une perspective plus axée sur le travail dans le domaine de la santé, Paul Ilekbusi pose la question suivante. Comment les agents de santé conseillent-ils les femmes en âge de procréer sur le choix des méthodes de planification familiale, alors que plusieurs méthodes sont disponibles sans qu'il n'y ait d'écart entre les deux? Les avantages? Permettez-moi de répéter la question et l'utiliser probablement avec Tania. Comment les professionnels de la santé conseillent-ils les femmes en âge de procréer sur le choix des méthodes de planification familiale avec les différentes méthodes disponibles sans passer à côté des avantages?
Je pense, Irène, que le docteur Solomon ou Émilie pourraient se répondre à cette question. Émilie, voudriez-vous aborder ce sujet avant que nous demandions au docteur Solomon d'intervenir? Bien sûr, je veux dire que j'essaie de comprendre où la question veut en venir. Je ne sais pas exactement ce que vous demandez. Si vous voulez clarifier la question dans le chat, mais je pense, je dirais simplement que, comme nous l'avons mentionné, lorsque des conseils en matière de planification familiale sont donnés, ils devraient inclure des conseils sur chaque méthode. Cela implique de parler des effets secondaires et des avantages de chaque méthode, puis de déterminer lesquels de ces avantages et effets secondaires s'intègrent le mieux dans la vie de la personne. Cela inclut les effets secondaires liés à la menstruation. Il s'agit de l'augmentation des saignements, des douleurs ou d'autres choses de ce genre, mais nous aimons aussi mettre l'accent sur certains des avantages, ou ce que nous appelons les avantages secondaires des méthodes de planification familiale. Ainsi, comme je l'ai mentionné, elles peuvent aider à soulager les règles douloureuses, la dysménorrhée, certains troubles menstruels comme l'endométriose, ou simplement aider à réduire les saignements et la douleur afin que vous puissiez vaquer à vos occupations quotidiennes plus facilement et plus librement. Je ne sais pas si cela répond à la question, mais j'espère que c'est le cas. Je vous remercie. Irène, vous avez terminé, mais Tania avait quelque chose à ajouter. Allez-y, Tania. En essayant d'offrir un choix éclairé en matière de produits menstruels, au niveau des programmes, nous constatons souvent que cela devient déséquilibré, que l'on a tendance à, ou que les prestataires de santé ou les agents de santé finissent par pousser les produits en parlant davantage des aspects négatifs des produits qu'ils n'ont pas à leur disposition en termes de chaîne d'approvisionnement. Je pense donc qu'il est essentiel de veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement soient également orientées vers l'offre de ce choix, que ce soit par le biais de la fourniture directe ou de mécanismes basés sur le marché, afin de s'assurer que les agents de santé ne sont pas découragés de parler des avantages d'autres méthodes ou d'autres produits dans les deux cas. Merci beaucoup, Tania. Et pour rebondir sur ce point, Augustina Deschegme, Achijiba, j'espère que je n'ai pas déformé votre nom, mais Augustina demande s'il existe des exemples de pays qui fournissent des produits de santé menstruelle et des cliniques de planning familial à leurs clients. Et si oui, ces produits de santé menstruelle sont-ils fournis gratuitement ou à un prix? Oui. Avez-vous des exemples à partager? Je peux essayer de répondre à cette question. Je pense qu'en termes de fourniture, nous avons, et je pense que cela n'a pas été intentionnel de la part du monde de la santé menstruelle, mais plus organique de la part du monde du planning familial, pour essayer de rendre le modèle plus durable et d'offrir des solutions aux besoins des utilisateurs, ajouter principalement des serviettes hygiéniques jetables dans le panier. Nous avons donc vu des organisations de marketing social et des cliniques stocker au moins des serviettes hygiéniques pour une distribution principalement subventionnée, je pense, et non gratuite. Mais du moins, d'après mon expérience, je n'ai pas vraiment vu de choix offerts dans certains de ces points d'accès en termes de produits menstruels. Je veux Je dire suis qu'il d'accord. y a beaucoup d'excellents exemples de cela. Je pense que dans le contexte humanitaire, il y a quelques exemples parce qu'il y a une sorte de paquet ou de produits de santé reproductive qui sont fournis et qui comprennent souvent à la fois le planning familial et les produits de santé menstruelle. Mais comme je l'ai dit, c'est un domaine que nous devons vraiment explorer davantage et mettre en œuvre plus de programmes afin de comprendre comment cela peut fonctionner. Je vous remercie de votre attention. Ando demande, en parlant des bailleurs de fonds, Emily,
Pourriez-vous nous dire lesquels s'intéressent au domaine de l'intégration du PCRF et de la santé menstruelle pour la programmation et la recherche? Bien sûr. Je pense que Tania et moi avons toutes deux mentionné que c'est frustrant parce que les sources de financement sont très cloisonnées à l'heure actuelle. Il y a donc des bailleurs de fonds qui financent la santé menstruelle et d'autres qui financent le planning familial, et ils ne travaillent pas vraiment ensemble. Il faut donc que cela change. Mais comme je l'ai mentionné au début de ma présentation, le développement des directives programmatiques et le travail du groupe de travail sur les changements menstruels induits par les contraceptifs sont financés par l'USAID. L'USAID s'intéresse donc à cette question et finance des programmes de santé menstruelle et de planning familial. Par ailleurs, la Fondation Bill et Melinda Gates a récemment commencé à s'intéresser à cette question et finance également certains de nos travaux relatifs aux changements menstruels induits par les contraceptifs. Je pense donc que si nous continuons à avoir ces conversations et à faire du bruit sur l'importance de cette question, peut-être que cela attirera l'attention d'un plus grand nombre de donateurs et que les flux de financement seront moins cloisonnés à l'avenir. Je vous remercie de tout cœur et je voudrais remercier tout le monde d'avoir posé ces questions. Nous avons prévu de répondre à certaines d'entre elles lors de notre prochaine session. Et nous organisons des webinaires intéressants. Alors maintenant, nous aimerions vous entendre, vous et obtenir vos commentaires sur les lignes directrices qui ont été partagées à plusieurs reprises par Émilie. Mais maintenant que les modérateurs qui sont avec vous dans la salle de conférence qui sont en train d'élaborer les lignes directrices, nous avons quelques questions que nous allons partager en utilisant le Mentimetre. Pour accéder à la question, utilisez le code QR qui se trouve sur votre écran en haut à gauche. Il vous conduira au Mentimetre ou allez sur menti.com et entrez le code 4650985. Ce code sera affiché sur le chat pour en faciliter l'accès. Mais si vous le faire depuis votre téléphone, c'est menti.com et entrez 4650985. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la boîte de discussion qui vient d'être partagée. Nous aimerions que vous indiquiez votre pays entre parenthèses au début ou à la fin de votre commentaire, car nous adoptons une approche très personnalisée du partage des connaissances. Nous comprenons donc que chaque région a des besoins et des préférences différentes en matière de partage d'informations. En indiquant votre pays, vous nous aidez à adapter ces lignes directrices mondiales à votre contenu, pour votre contenu. J'ai vu que quelqu'un a dit qu'il les avait adaptés au Malawi, ce qui est très bien. Nous aimerions en faire davantage. C'est pourquoi nous renverrons les lignes directrices sur le chat. Nous vous attendons de l'autre côté du Mentimetre pour commencer les questions. Prenez votre temps et accédez au Mentimetre. Notre première question est la suivante. Comment pourriez-vous être en mesure pour intégrer la planification familiale et la santé menstruelle et mettre en œuvre ces lignes directrices dans votre travail actuel? N'oubliez pas de mettre votre pays entre parenthèses lorsque vous répondez à la question, car nous souhaitons répondre à vos besoins, ou de contextualiser au fur et à mesure. Nous continuons pour créer des solutions. Comment pourriez-vous être en mesure d'intégrer le planning familial et la santé menstruelle et mettre en œuvre ces lignes directrices dans votre travail actuel? Nous vous remercions. Le lien vers le Mentimetre se trouve dans la boîte de dialogue. Je sais que nous sommes plus de 104 participants, mais nous ne pouvons voir que 6 d'entre vous. Je vous prie donc de bien vouloir vous rendre dans le studio. Joindre le lien pour que nous puissions voir vos idées. Et merci. Je vais donc en lire quelques-unes et peut-être essayer d'établir des liens. Au fur et à mesure que vous entrez vos réponses, je vois déjà des suggestions très intéressantes. Ici, à gauche, je vois quelques suggestions pour comprendre les fournitures et les chaînes d'approvisionnement, ce qui est très important pour le planning familial et la santé menstruelle. Je pense donc qu'il s'agit d'un domaine passionnant sur lequel se concentrer.
Je vois quelques exemples de travail avec les jeunes et l'un d'entre eux concerne le travail avec des groupes de jeunes et de parents au Malawi, ce qui est très intéressant. Les lignes directrices désignent les parents comme un groupe spécifique qui doit être impliqué dans ce travail. Je vois des exemples plus globaux, ainsi par le biais du plaidoyer et de la communication. Il s'agit d'établir un dossier d'investissement dans la recherche et les programmes, puis de plaider pour une meilleure intégration des flux de financement. Ces éléments sont donc très importants à un niveau plus élevé pour que cela fonctionne au niveau des programmes. Voyons, dans les situations humanitaires, l'intégration du planning familial, des conseils et de la santé menstruelle. Je pense que c'est un excellent exemple, en particulier comme je l'ai mentionné, parce que souvent, dans les contextes humanitaires, la santé menstruelle et le planning familial sont déjà fournis et ils ont juste besoin d'être un peu plus rapprochés. Développer un outil simple de sensibilisation au cycle menstruel à utiliser dans le cadre du conseil en PF. Je pense que c'est vraiment important et le domaine de la santé menstruelle a tellement d'outils qui peuvent être utilisés et que nous, dans le domaine du planning familial, pouvons utiliser. Voyons voir quels sont les autres exemples. Beaucoup de travail en ce qui concerne le développement commercial et les propositions. Nous devons vraiment proposer ce travail. Nous devons être en mesure de nous assurer qu'il se réalise et qu'il est financé. Je vois quelques suggestions pour le niveau gouvernemental, y compris des choses dans les lignes directrices, ce qui, comme je l'ai mentionné, le Kenya est un bon exemple de cela. L'outil normal a également été inclus dans plusieurs autres directives de pays. C'est donc une bonne façon de commencer, au moins. Voyons voir, qu'avons-nous d'autre? Générer des preuves à partir d'expériences vécues pour mettre en évidence le problème et le besoin d'intégration. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Nous avons tous deux besoin de recherche pour montrer quel type d'intégration fonctionne, mais nous avons également besoin de plus de recherche pour illustrer la nécessité de ce type d'intégration et montrer que les personnes qui reçoivent des services de planning familial doivent également être informées sur la santé menstruelle. C'est donc un très bon point. J'aime beaucoup tous ces exemples. J'aime le fait qu'il y ait des exemples spécifiques au pays. En voici quelques-uns du Ghana. Il y en a un du Nigeria. Voyons voir. Je pense qu'il est formidable que vous partagiez ces lignes directrices avec vos collègues, avec les personnes qui travaillent dans le domaine de la planification familiale et de la santé menstruelle, parce que c'est vraiment un bon point de départ, comme je l'ai dit, qui peut lancer cette conversation. Nous disposerons d'un enregistrement de ce webinaire si vous souhaitez le partager. Nous partagerons les diapositives, donc toutes les ressources d'aujourd'hui pourraient être partagées avec vos collègues. Je vois une mention spécifique des changements menstruels induits par les contraceptifs, donc si vous souhaitez vous impliquer dans ce travail, j'ai indiqué plusieurs façons de le faire dans le chat. Irène, faites-moi savoir si vous souhaitez passer à la question suivante. Je pense que nous avons obtenu des réponses vraiment étonnantes et je suis impatiente de les examiner plus en détail plus tard. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette question Mentimeter. Il y a une deuxième question à venir et j'aimerais demander que le lien soit à nouveau affiché. La question est la suivante. Que suggérez-vous que nous fassions pour rendre les lignes directrices plus accessibles, plus compréhensibles et plus conviviales pour les praticiens de la santé menstruelle et de la planification familiale? Que suggérez-vous que nous fassions pour rendre les lignes directrices plus accessibles, plus compréhensibles et plus conviviales pour les praticiens de la santé menstruelle et du planning familial? Veuillez nous faire part de vos réponses et de vos suggestions, afin que nous puissions en tenir compte lorsque nous améliorons ou modifions les choses pour votre usage. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue. S'il vous plaît, entrez dans le Mentimeter et donnez vos réponses. Emily. Je vous remercie. Je vais à nouveau partager le lien vers les lignes directrices dans le chat pour que les gens puissent les consulter pendant qu'ils répondent. Et juste pour donner un peu de contexte, nous avons fourni cette sorte de tableau dans le cadre de la publication.
mais c'est vraiment lourd en texte et pas très facile à lire. Nous voulions donc créer une version beaucoup plus facile à utiliser pour les gens, en particulier sur le terrain. Nous avons donc voulu créer une version beaucoup plus facile à utiliser pour les gens, en particulier sur le terrain. J'aime donc la suggestion d'un format numérique. Ce serait une excellente façon de présenter le document à de nombreuses personnes. Rendez le plus visuel. Oui, C'est il y a beaucoup de texte. Il serait bon de le rendre plus visuel, plus d'exemples concrets et d'études de cas. Oui, nous aimerions les recueillir. Si quelqu'un a des exemples ou travaille dans ce domaine, nous serions ravis de les connaître. Nous en avons nous-mêmes quelques-uns. Mais comme je l'ai dit, ce travail est très nouveau et n'est souvent pas réalisé. C'est pourquoi nous aimerions que vous nous en disiez plus. Je vois donc d'autres suggestions d'exemples. Utiliser des lignes directrices électroniques et les partager avec les praticiens. Il s'agit donc de partager ces lignes directrices dans de nombreux espaces différents, comme par exemple le site de l'Organisation mondiale de la santé, le dossier de ressources de formation. Je pense que c'est un excellent exemple et plus d'appels aux visuels et aux infographies. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que nous devons rendre ce site un peu plus agréable à regarder et plus facile à utiliser. Traduction en français et dans d'autres langues. Je suis tout à fait d'accord pour dire que cela doit se faire très rapidement et j'espère que nous pourrons le faire bientôt. Les listes de contrôle sont un bon moyen d'y parvenir. Je pense que ce serait utile. Plusieurs langues. Le format numérique est à nouveau suggéré. Impliquer les ministères, les agents de santé communautaire, impliquer les personnes qui vont utiliser ces documents. Je pense que c'est également une excellente suggestion. Plus visuel et moins technique. Je suis tout à fait d'accord. Nous ne voulons pas que la version publiée soit celle que les gens utilisent sur le terrain. Nous devons faire en sorte que ce soit mieux pour les gens et plus facile à utiliser. Outils de plaidoyer. Suggestions d'autres choses dont nous pourrions avoir besoin pour que cela se produise. Je pense qu'il y a beaucoup de bons exemples. Nous devons absolument faire en sorte qu'il soit plus facile à consulter et à utiliser. Le rendre plus accessible en introduisant d'autres langues. Je pense qu'il s'agit là d'excellents exemples et nous entiendrons compte lorsque nous continuerons à mettre ces lignes directrices à la disposition d'un plus grand nombre de personnes. Irène, à vous. Merci beaucoup et merci à tous pour votre engagement actif et votre participation à ce webinaire. Nous étions ravis d'entamer cette conversation et nous vous promettons de poursuivre les conversations au fur et à mesure. Je voudrais remercier nos intervenants d'aujourd'hui. Ce fut une expérience intéressante de près de 19 minutes intéressantes. Nous sommes heureux d'avoir respecté le temps imparti. Nous sommes heureux d'avoir respecté le temps. Comme je l'ai dit, la réussite des connaissances vous aide à apprendre davantage, à partager davantage et à faire davantage. C'est pourquoi nous avons créé une collection dans notre dépôt. Il s'agit d'un dépôt en ligne appelé FP Insight. Un lien sera fourni ou a déjà été fourni. Il s'agit de la collection d'Émilie. Vous pouvez y accéder à toutes les ressources qui ont été partagées et également partager certaines de vos ressources sur la santé menstruelle et le planning familial en montrant des exemples d'intégration.